Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comprendre le Moyen-Orient. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Ibrahim Kaaboglu et Eric Salle, Le droit constitutionnel truc. Entre coup d'État et démocratie, 2015. Gérard Fellous, Daesh État islamique. Cancer d'un monde arabo-musulman en recomposition. Un conflit international long et incertain, 2015. Mamdouh Nayouf, Vers le déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient, 2014. Hillel Cohen, Les Palestiniens face à la conquête sioniste, 1917 à 1948. Traître ou patriote, 2014. Pierre Jacquet, L'État palestinien face à l'impuissance internationale, 2013. Firouzeh Nahvandi, L'Iran dans le monde, 2013. Aline Korban, L'évolution idéologique du Hezbollah, 2013. Sami Dorlian, La mouvance zaïdite dans le Yémen contemporain, 2013. Gamal Albanna, L'islam, la liberté, la laïcité et le crime de la tribu D. Il nous a été rapporté, 2013. Daniel Clervaux, Iran, la contre-révolution islamique, 2013. Naïm Stifanetek, Le cri d'un chrétien palestinien pour la réconciliation. Pour une théologie palestinienne de la libération, 2013. Céline Lebrun, Julien Salingdir, Israël un état d'apartheid? Enjeux juridiques et politiques, 2013. Pierre Guillossou, La Palestine contemporaine des Ottomans aux Israéliens, 2013. Mohammad Al-Subaïe, L'idéologie de l'islamisme radical. La nouvelle génération des intellectuels islamistes, 2012. Didier Leroy, Hezbollah, la résilience islamique au Liban, 2012. Avertissement et remerciements. Le présent ouvrage est tiré d'une thèse de droit, mention droit international, soutenue publiquement à l'Université de Strasbourg devant le jury composé de Siméon Karagiannis, professeur à l'Université de Strasbourg, Gérard Gonzalez, professeur à l'Université de Montpellier, Pierre-Henri Prélot, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, Isil Caracas, juge à la Cour européenne des droits de l'homme, ancien professeur à l'Université de Galatasaray, Alain Bockel, ancien professeur à l'Université d'Orléans et à Université de Galatasaray, et Thierry Rambaud, professeur à l'Université de Strasbourg. Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements à Monsieur le professeur Siméon Karagiannis pour les conseils, le soutien et la confiance qu'il m'a apporté tout au long de la rédaction de ce travail. Je tiens également à remercier tous les membres de ma famille pour leur patience et soutien inconditionnel. Dédicace à ma mère Taïbet et mon épouse Adriana. Table des sigles et abréviations. AKP, Adalev et Kalkinma Partici, Parti de la justice et du développement. ANAP, Anavatan Partici, Parti de la mère patrie. APCE, Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. AR. Article. AS. PLE accent aigu N, CIV. Assemblée plénière de la Cour de cassation civile. AS. PLE accent aigu N, crime. Assemblée plénière de la Cour de cassation criminelle. CE, Conseil d'État. CEAS. PLE accent aigu N. Assemblée plénière du Conseil d'État. CEE. Communauté économique européenne. CEMOTI. Cahier d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi, Parti républicain du peuple. CRDF. Cahier de la recherche sur les droits fondamentaux. Commission EDH. Commission européenne des droits de l'homme. Cour constitutionnelle. Cour EDH, Cour européenne des droits de l'homme. Décembre. Décision. Diyanet Hilri Baskanle, Présidence des affaires religieuses. DP, Démocrate Parti, Parti démocrate. DSP, Démocratique Sol Parti, Parti démocrate de gauche. DR. Décision et rapport. DYP, Dorou Yol Partici, Parti de la voie juste. Édition. UE, Union européenne.
Fazilet Partici, Parti de la Vertu. GC, Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. HADEP, Alquin Démocratie Partici, Parti de la démocratie du peuple. JO. Journal officiel. MAZLUMDER, Insan Aklareux ve Mazlumlar Isin Dayanisma Dernei, Association des droits de l'homme et de la solidarité pour les personnes opprimées. MGK, Mili Güvenlik Kurulu, Conseil de sécurité nationale. MNP, Mili Nizam Partici, Parti de l'ordre national. MSP, Mili Selameh Partici, Parti du salut national. OVIPOT, Observatoire de la vie politique turque. OYAK, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Société d'entraide de l'armée. OSDEP, Özgürlük ve Demokrasi Partisi, Parti de la liberté et de la démocratie. PUF, Presse universitaire de France. RDP, Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger. RFD-ADM, Revue française de droit administratif. RFDC, Revue française de droit constitutionnel. REFA Partici, Parti de la prospérité. RUD, Revue universelle des droits de l'homme. Spécial. Spécifique. SP, Socialiste Parti, Parti socialiste. TBKP, Türkiye Birleşik Komünist Partisi, Parti communiste unifié de Turquie. TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Grande Assemblée nationale de Turquie. THP, Türkiye Huzur Partisi, Parti de la sérénité de Turquie. TYHR, Turkish Yearbook of Human Rights. URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. YEI. Yayınları, édition. YOK, Yükseköğretim Kurulu, Conseil de l'enseignement supérieur. Introduction. Initialement adoptée en tant que moyen permettant à la nation turque d'accéder au club des nations européennes civilisées, la laïcité, telle qu'elle est interprétée et appliquée en Turquie, est aujourd'hui devenue l'un des obstacles majeurs à l'adhésion de ce pays à l'Union européenne, ci-après l'UE. Le respect des droits de l'homme est en effet une condition préalable à l'adhésion et la laïcité est perçue et souvent invoquée comme l'un des fondements de la restriction d'une partie importante des libertés fondamentales en Turquie. Le paradoxe se trouve dans le fait qu'en enfermant la religion dans un cadre bien établi, et en diminuant ainsi l'influence de celle-ci sur les affaires étatiques et la vie sociale, la conception autoritaire de la laïcité kémaliste a permis à l'État et à la nation turque d'accéder à la modernité et de s'approcher de la civilisation européenne. C'est en grande partie grâce à cette politique laïciste de l'État turc qu'aujourd'hui la Turquie a le mérite d'être le seul pays majoritairement musulman qui a un statut officiel de candidat à l'UE. En même temps, la laïcité a ralenti le développement de la démocratie et des droits de l'homme en Turquie. Devenue un véritable dogme, la sauvegarde de la laïcité a été invoquée par les forces armées turques comme l'un des motifs principaux justifiant leurs interventions dans la vie politique, voire leur coup d'État. Elle a constitué également le fondement de la dissolution de plusieurs partis politiques par la Cour constitutionnelle et de la répression de l'expression pacifique des opinions par les juges pénaux. Cet activisme militaro-judiciaire a gravement nui à l'évolution de la démocratie et de la situation des droits de l'homme en Turquie. Il existe donc, en Turquie, une tension intrinsèque entre la laïcité et la démocratie, ainsi qu'une contradiction entre l'objectif et l'application de la laïcité. Afin d'élucider ce dilemme de la laïcité turque, il convient de commencer par expliquer l'évolution historique de la conception turque de la laïcité. L'histoire de la laïcité turque. La compréhension des transformations radicales de la société turque, de la signification et de l'évolution des réformes de laïcisation de l'État et de la société dans la Turquie contemporaine. 2. Nécessite de faire mention de l'héritage ottoman, notamment de la nature des relations entre la religion et l'État dans l'Empire ottoman et de l'évolution de ses rapports jusqu'à la disparition de ce dernier. 1. L'État et la religion dans l'Empire ottoman. Dès leur conversion à l'islam au Xe siècle, les Turcs se présentèrent comme les défenseurs et les serviteurs de l'islam. L'État ottoman, créé en 1299,
se référait régulièrement à sa mission de défense et de propagation de la foi islamique, ce qui lui permettait de mobiliser les musulmans contre l'Empire byzantin. En effet, il est considéré comme un devoir pour tous les musulmans de défendre et propager la foi islamique, ce qui explique d'une certaine manière la réussite militaire de l'État ottoman et donc sa grandeur. L'islam fournissait donc à l'État ottoman un motif de combattre et d'agir, et légitimait ainsi l'expansion de son territoire. Après la prise de Constantinople au milieu du XVe siècle, l'État ottoman devint un empire et se présenta cette fois comme le meilleur défenseur de l'islam. À la suite de la prise de la Mecque et de Médine, l'Empire ottoman devint le gardien des lieux saints, ce qui renforça sa légitimité aux yeux des musulmans du monde entier. En 1517, le sultan ottoman Sélim Ier, 1512 à 1520, envahit l'Égypte et mit fin à la qualité de calife aux représentants de la dynastie des Abbassides en Égypte. Les sultans ottomans, qui auraient pu tout de suite réclamer un transfert du titre de calife, attendront cependant jusqu'à la fin du XVIIIe siècle pour enfin le réclamer pour la première fois, dans un document international, à savoir le traité de Küçük-Kaynarca, signé entre les empires ottomans et russes en 1774. En conséquence, ils devinrent sultans califes et se référèrent souvent à ce titre qui leur donnait, aux yeux du monde musulman, un statut de chef spirituel. Alors que l'Empire s'appropriait de plus en plus l'islam, la société sous sa domination devenait de plus en plus pluraliste. À la suite des affrontements avec l'Europe chrétienne, jusqu'au XVIIIe siècle, les Ottomans avaient en effet associé plusieurs territoires chrétiens à leur empire. Pour gérer ce pluralisme de la société, dès la conquête de Constantinople, l'Empire adopta un système qu'il développa au fur et à mesure, jusqu'à arriver à l'autonomisation des différentes communautés religieuses sous l'autorité des chefs spirituels de chaque communauté. La gestion du pluralisme de la société au sein de l'Empire ottoman, fondée sur l'inégalité entre les musulmans et les non-musulmans et la tolérance des premiers envers les seconds, fonctionna d'une manière efficace jusqu'au XVIIe siècle où l'Empire entra dans une période de stagnation d'abord et une période de décadence ensuite. À partir du début du XVIIIe siècle, sous l'influence des idéologies nationalistes, les sujets non-musulmans commencèrent à se révolter contre l'Empire. Le système établi pour maintenir la continuité de la société pluraliste à l'intérieur de l'Empire ne fonctionnant plus, l'Empire s'efforça de créer un système plus équilibré dans lequel les musulmans et les non-musulmans auraient les mêmes droits et les mêmes devoirs. En même temps, en vue d'empêcher le morcellement de leur empire, les Ottomans entrèrent dans une période d'adaptation des institutions occidentales dont ils étaient convaincus qu'elle était le seul et unique moyen pour sauver l'empire. Le fonctionnement de la société pluraliste dans l'Empire ottoman. Contre les Safavides d'Iran qui adoptèrent le chiisme en tant que religion de leur empire, à partir du XVIe siècle, l'Empire ottoman adopta la version hanéfite du sunnisme comme religion officielle et devint ainsi le gardien de l'orthodoxie sunnite de l'islam. Le sunnisme s'affirma dès lors comme élément central de l'idéologie d'empire, face au chiisme des Safavides, et aussi l'hétérodoxie d'une partie importante de sujets susceptibles de déstabiliser l'État, à savoir les Alévis, appelés à l'époque Kizilba, tête rouge, en raison de la couleur de leur couvre-chef. Fortement islamisé et n'hésitant à persécuter les tendances hétérodoxes de l'islam, l'Empire ottoman montra d'un autre côté une grande tolérance vis-à-vis des communautés non musulmanes, comme le voulaient la loi et la tradition islamique. Il accorda à ses sujets chrétiens et juifs une autonomie large dans leurs affaires internes, dans le cadre d'un système appelé Millet II. 1. L'Empire ottoman, gardien de l'orthodoxie sunnite de l'islam. Les Ottomans sont considérés par certains auteurs comme les premiers à avoir vraiment essayé de faire de la charia le droit de l'État, de l'imposer dans tout le pays, et de donner pleine autorité aux tribunaux et aux juges qui la faisaient appliquer. En tant que gardien de l'orthodoxie sunnite de l'islam, le droit ottoman était basé essentiellement sur la charia dans sa version sunnite hanéfite, mais il existait également des lois laïques, qanun, qui consistaient en des textes séculiers du droit ottoman. On ne trouvait pas toutes les règles de droit dans la charia, notamment en matière de droit fiscal, de droit foncier, de droit criminel et de droit militaire. Le qanun existait donc pour compléter les lacunes de la charia dans ces domaines. Néanmoins,
la charia étant supérieure, en principe aucun qanun ne devait la contredire. En dehors de ces deux sources de droit, il existait également des coutumes, à accent circonflexe D à accent circonflexe T, et ERFI sultani qui consistaient en des décisions des sultans comme sources auxiliaires du droit ottoman. L'interprétation, l'application et l'enseignement de la charia étaient réservés à une classe religieuse qu'on appelle les oulémas, le pluriel d'alim en arabe qui signifie le savant. Les oulémas étaient des religieux qui avaient une connaissance approfondie de l'islam comme les muftis qui interprétaient, les mudris, les professeurs de médrèse, les institutions religieuses de l'éducation islamique qui enseignaient, les cadis qui appliquaient la charia. À la tête des oulémas se trouvait le grand mufti de Constantinople, qui après la conquête de Constantinople en 1453, obtint le titre de Cheikhoul Islam, Sayyul Islam, et devint ainsi le plus haut dignitaire religieux de l'Empire. À l'époque, les sultans n'avaient pas la qualité de calife. Le Cheikhoul Islam était le second personnage du gouvernement ottoman, à côté du grand vizir, dont le rôle dans le système ottoman peut être comparé à celui d'un premier ministre de notre époque. Il avait le droit et le devoir de surveiller les sultans dans leur fonction de législateur pour veiller à ce que les lois promulguées, qanun, par ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les principes de l'islam. Si elles ne concordaient pas avec les principes de la loi islamique, le Cheikhoul Islam avait le droit de demander l'annulation de celle-ci. C'est pourquoi les sultans qui désiraient créer un qanun étaient obligés de demander au Cheikhoul Islam un fetva, attestant la conformité de leur qanun avec l'islam. En effet, non seulement le qanun mais tous les actes, décisions et règlements de l'Empire devaient être en conformité avec la charia. Sans avis favorable du Cheikhoul Islam, aucune loi ne pouvait donc être adoptée. C'était lui qui donnait aux lois édictées par le divani humayun et par le sultan, leur valeur d'application. La charia était donc, d'une part, la base essentielle du droit ottoman et d'autre part, un code qui indiquait les limites du pouvoir du sultan en particulier et ceux de la classe dirigeante en général. Le Cheikhoul Islam pouvait même destituer le sultan, à travers un fetva, si celui-ci ne régnait pas en conformité avec la charia. Le Cheikhoul Islam avait aussi le pouvoir de nommer les oulémas. Il assistait également aux réunions du divani humayun et donnait son avis dans certains cas. Au-dessous du Cheikhoul Islam, il y avait deux kadiaskers ou kazaskers, chefs de justice de l'armée, l'un pour l'Anatolie, l'autre pour Roumélie. Les cadis de grandes villes occupaient la troisième position importante dans cette hiérarchie. Jusqu'au XIXe siècle, tous les cadis étaient religieux et dans leur jugement ils n'appliquaient pas seulement la charia mais aussi le qanun. Au-delà de leur pouvoir judiciaire, les cadis étaient responsables de presque toutes les choses dans leur province. Ils étaient donc non seulement les juges mais également l'autorité principale dans leur province. En dehors du grand mufti de Constantinople, il y avait de nombreux muftis. En qualité d'interprètes de la loi islamique, les muftis jouaient un rôle important dans le fonctionnement des institutions judiciaires. La charia n'était pas toujours suffisamment claire pour être appliquée dans les tribunaux. En interprétant la loi, les muftis rendaient des fetvas qui aidaient les cadis dans l'application de la charia dans les cas concrets. Les mudris avaient également une place importante parmi les oulémas. Comme l'Ancien Régime français où l'Église avait le monopole sur l'éducation, jusqu'au XIXe siècle le système éducatif ottoman était aussi entièrement aux mains des oulémas. L'enseignement dans l'école primaire était basé sur l'apprentissage en arabe des versets du Coran. Dans la médrèse, l'enseignement était essentiellement théologique, basé sur le Coran et les traditions supérieures, hadiths. Au-delà de l'éducation, les oulémas rendaient un certain nombre de services considérables à la population dans l'ensemble du pays. Ils s'occupaient de l'assistance publique, fondaient et dirigeaient des établissements pieux et entreprenaient des travaux d'utilité générale. En échange des services qu'ils rendaient, les oulémas avaient des privilèges de toutes sortes et une richesse importante. Contrairement aux autres catégories de la population, lors de leur décès, leurs biens ne faisaient l'objet d'aucune confiscation par le sultan. Ils étaient exemptés de l'impôt. Leur droit de contrôle sur les fondations pieuses renforçait également leur statut. Au vu de la place dominante de l'islam dans le système juridique, éducatif et social de l'Empire,
certains auteurs prétendent qu'il s'agissait d'une théocratie dans le sens où l'islam était le principe déterminant du système ottoman. Il semble qu'il serait erroné de coller cette image à l'Empire ottoman. La revendication d'un système théocratique et la qualification de théocratie pour l'Empire n'apparaît qu'au XIXe siècle comme réaction à l'occidentalisation. Malgré l'indivisibilité entre spirituel et temporel dans l'Empire, il existait des organisations religieuses et des institutions gouvernementales qui ne pouvaient pas se confondre. Cette organisation religieuse qu'on appelle l'ouléma fut institutionnalisée, centralisée et mise sous le contrôle de l'Empire par Soliman le Magnifique, 1520-1566, contre les menaces grandissantes des Safavides chiites et des groupes hétérodoxes de l'islam. L'Empire permit ainsi l'organisation d'un cadre religieux et établit un système éducatif basé sur le sunnisme et contrôlé par les oulémas qui étaient dépendants du pouvoir central. Il s'agissait d'une espèce d'église musulmane, très structurée, liée à l'État et rétribuée par lui, qui n'a pas de précédent dans la tradition musulmane. Cette institutionnalisation de l'islam répondait à une stratégie du pouvoir central d'établir et de préserver son hégémonie. Elle avait plusieurs avantages. Ce faisant, le pouvoir central contrôlait les cadres religieux, se protégeant ainsi d'éventuels problèmes qu'ils pouvaient lui poser. À travers leurs fonctions éducatives et administratives, les oulémas assuraient aussi un contrôle du pouvoir central sur la vie sociale et garantissaient l'obéissance de la population au sultan. Le pouvoir central pouvait également légitimer ses actions plus facilement, à travers les fetvas de Cheikhoul Islam qui lui-même dépendait de l'Empire. Grâce à ce contrôle étatique, le pouvoir central garantissait également que les règles religieuses ne soient interprétées que dans le sens de la volonté du sultan et de la bureaucratie. Cela favorisa également l'émergence d'une législation séculière, à travers la promulgation des règlements administratifs temporels appelés canons. Au début, les sultans n'utilisèrent que rarement ce pouvoir législatif, mais avec le développement de l'Empire, ils furent amenés à user largement de cette possibilité, faisant naître par là même un véritable droit public séculier pour soustraire l'espace public à une influence religieuse systématique. Les sultans légiféraient en dehors de la charia aussi, grâce à leur droit de prendre des décisions et des mesures personnelles dans le cadre de RFI sultani. Cette procédure était utilisée pour toutes les matières du droit public, qui étaient considérées comme relevant du droit administratif. Les principales institutions de la vie de l'État et de la société ottomane ainsi que leurs rapports entre elles et avec le monde extérieur, étaient davantage réglementés par le droit laïque que par le droit religieux. Aussi longtemps que l'Empire était assez fort pour dominer ses institutions et ses périphéries, les oulémas légitimaient ces lois sultaniques en donnant des avis favorables à leur conformité avec la charia. Même les cadis préféraient souvent se référer dans leur jugement au droit coutumier ou au canoun à la place de la charia, non seulement dans les litiges concernant le droit public, mais aussi dans ceux concernant le droit de la famille. Quant au pouvoir du Cheikhoul Islam de destituer le sultan, ceci resta un pouvoir très théorique dans la mesure où c'étaient les sultans qui nommaient le Cheikhoul Islam. Dans les faits, c'étaient donc les sultans qui destituaient le Cheikhoul Islam. La religion, quelle que fût l'importance de son rôle, n'a en effet jamais constitué une force totalement indépendante du pouvoir. Au contraire, elle dépendait dans une grande mesure de l'Empire puisque ses représentants n'avaient de puissance autre que celle conférée par leur statut de serviteur de l'État. Si l'autorité temporelle était limitée par l'exigence de conformité à la charia, la compétence pour en juger était attribuée par l'État lui-même. Le contrôle de la religion était institutionnalisé au sein de l'Empire, et les muftis dans les provinces étaient attachés au Cheikhoul Islam. Tous les cadres religieux étaient en position de salariés désignés par l'Empire, et étaient donc sous sa tutelle. L'utilisation de la fonction califale par les sultans ottomans durant les 2 derniers siècles de l'Empire n'a pas modifié fondamentalement la conception ottomane de la religion dominée par l'État. Elle a même fait pencher la balance en faveur du sultan calife. Comme le fait remarquer M. Luizard, le transfert d'une partie de la légitimité religieuse sur la personne du souverain signifiait l'augmentation de son pouvoir sur les oulémas, mais non le renforcement du caractère islamique de l'Empire. En outre, l'Empire ottoman n'était pas dirigé seulement selon la charia. Au-delà de la charia,
Parmi les dirigeants de l'Empire ottoman, il existait une approche purement étatiste qui trouve ses sources dans les anciennes traditions du Moyen-Orient et des États turcs de l'Asie centrale. L'idée selon laquelle le plus important est que l'État continue à exister en tant qu'État, mais non pas pour réaliser les objectifs d'une religion donnée, avait une place déterminante parmi les préoccupations des hommes d'État de l'Empire ottoman. L'essentiel était donc la raison d'État, mais non pas la raison d'islam. La guerre dans cette perspective n'était pas, du moins exclusivement, une obligation découlant de la religion. Elle faisait partie des droits et des prérogatives de l'Empire. Les Ottomans veillaient certes à ce que sa conformité avec la charia soit affirmée par un fetva. Toutefois, ils ne justifiaient pas la guerre contre les infidèles simplement par une cause religieuse ou le djihad. Ils la justifiaient surtout par la nécessité d'assurer la pérennité et la grandeur de l'État. Par conséquent, en réalité, ce n'était pas l'Empire qui était au service de l'islam, mais l'islam qui était au service de l'Empire. Ceci explique aussi pourquoi l'Empire ottoman se méfiait toujours des religieux qui restaient en dehors de ce statut de fonctionnaire de l'État, tels que les cheikh des confréries, et quand l'occasion se présentait, n'hésitait pas à les expulser ou même à les exécuter. 2. Le statut des communautés non musulmanes sous l'Empire ottoman. L'Empire reconnaissait l'existence de communautés non musulmanes sous un régime qui s'appelle millet, cuius religio et jus caput. Il s'agit d'un système extrêmement évolutif dont la création a débuté avec les efforts déployés par Mehmed II le Conquérant, afin de gérer le pluralisme ayant émergé dans la société ottomane après la conquête de Constantinople au XVe siècle. Dans ce système, chaque communauté religieuse constituait un millet. Le millet musulman incluait tous les musulmans, sans aucune importance quant au fait qu'ils soient kurdes, turcs, arabes, albanais ou de toute autre origine. Le millet grec constituait la plus large communauté religieuse après la communauté musulmane, incluant les Grecs, les Serbes, les Bulgares, les Albanais et les Arabes chrétiens. Toutefois, les millets arméniens et juifs se composaient chacun seulement des Arméniens et des Juifs. Les membres de ces communautés religieuses non musulmanes s'appelaient zimmis. Sous le régime du millet, les communautés non musulmanes jouissaient d'une grande autonomie tant pour leurs affaires religieuses que pour leurs affaires internes. Elles étaient regroupées sous l'autorité de leurs chefs religieux respectifs, millet bazi, chefs de nation, que les communautés choisissaient librement et qui étaient responsables devant l'administration centrale des actes des membres de leur communauté religieuse. Ces chefs spirituels avaient un statut de vizir, ministre, avec le droit d'assister au divani umayyin. Chaque communauté avait sa propre organisation administrative et ses propres tribunaux qui se prononçaient sur les affaires de leur communauté concernant le droit de la personne, le droit de la famille et le droit à la succession conformément à leurs propres droits canoniques. Les verdicts rendus par les tribunaux de ces communautés étaient exécutés par les fonctionnaires de l'Empire. En matière de droit public, tel que le droit fiscal, les zimmis étaient soumis au droit islamique. Il en allait de même du droit pénal. Ces communautés avaient la capacité de créer toutes sortes de lieux de culte, églises, monastères, etc., ainsi que des institutions sociales, charitables, hôpitaux, orphelinats, cimetières, etc., et éducatives avec l'autorisation du gouvernement. Leurs écoles avaient le droit d'enseigner en leur propre langue. Les sujets chrétiens et juifs connaissaient dans l'ensemble la paix et la sécurité sous l'Empire ottoman, mais ils étaient strictement séparés des musulmans et vivaient dans des communautés distinctes, propres à eux. Autrement dit, ils ne pouvaient pas se mêler librement à la société musulmane, ni participer notablement à la vie intellectuelle des Ottomans. Ils n'étaient pas non plus considérés comme égaux des musulmans. Certaines restrictions concernant l'habillement, les lieux de culte et les impôts spécifiques qu'ils devaient payer montrent clairement la primauté de l'islam et par conséquent, du millet musulman sur les millets non musulmans. Par exemple, les membres de ces derniers ne pouvaient pratiquer leur culte qu'à condition de ne pas déranger les musulmans, c'est pourquoi ils n'avaient pas l'autorisation de sonner les cloches dans leurs églises. Ils devaient s'habiller d'une manière spécifique pour ne pas être confondus avec les musulmans. Ils n'avaient pas non plus le droit de monter à cheval dans les villes et de porter des armes. Ils ne faisaient pas le service militaire, mais en échange, devaient payer les impôts spécifiques supplémentaires nommés Arash et Sizi. Ils n'avaient pas le droit de construire des maisons plus hautes que celles des musulmans,
ne pouvaient pas se marier avec les femmes musulmanes et avoir des esclaves musulmans. Si un zimmi assassinait un musulman, la peine encourue était la peine capitale, mais si un musulman tuait un zimmi, il devait seulement payer une indemnité nommée le prix du sang. En outre, s'il s'agissait d'un litige avec un musulman, le témoignage des zimmis n'était pas valable devant les tribunaux. Pour prouver sa cause, un zimmi était donc obligé de trouver un témoin musulman. Une fois converti à l'islam, un zimmi ne pouvait plus revenir à son ancienne religion. Les zimmis avaient donc clairement un statut de citoyenneté de deuxième classe par rapport aux musulmans, mais un statut beaucoup plus favorable par rapport aux minorités musulmanes. En fait, le régime ottoman était basé sur l'interprétation sunnite de l'islam qui ne reconnaît que les gens du livre, c'est-à-dire les communautés chrétiennes et juives. C'est pourquoi les communautés religieuses hérétiques, notamment les alévis, sont exclues du régime d'Umayyad. À part leur doctrine et pratiques religieuses hétérodoxes, l'Empire ottoman considérait ce groupe comme des sujets peu fiables, voire comme une menace intérieure en raison de leur soutien aux Safavides d'Iran, notamment Shah Ismail, l'un des grands ennemis de l'Empire ottoman. Après la proclamation du chiisme comme religion officielle de l'Iran en 1501 par Shah Ismail, l'Empire ottoman se proclama défenseur du sunnisme contre les Safavides et les sectes et confréries qui leur étaient rattachées. L'Empire devint donc moins tolérant à l'égard de l'hétérodoxie, en l'occurrence les chiites et alévis. La défaite de Shah Ismail lors de la bataille de Saldiran en 1514 valut même aux alévis de connaître leur premier massacre historique sous l'épée ottomane. Brisés par cette défaite et les politiques répressives régulières qui suivirent, les alévis anatoliens ne se révoltèrent plus guère après 1580. Parallèlement, la répression des alévis par l'Empire fut atténuée dès la fin du XVIe siècle. Les ordres d'arrestation et d'exécution de tous les hérétiques en contact avec la Perse cédèrent la place à des ordres ponctuels et localisés. Pour s'en protéger, de nombreux alévis se réfugièrent dans des contrées difficilement accessibles et firent de la dissimulation un moyen de défense privilégié. Au terme de cette brève analyse du système ottoman, nous voulons insister sur certaines caractéristiques des rapports entre État et religion dans l'Empire ottoman, l'autonomie relative du politique par rapport aux religieux, certes plus faible qu'en Occident, mais beaucoup plus forte que dans les autres systèmes islamiques, un contrôle important de l'État sur la religion à travers une hiérarchie religieuse fonctionnalisée, une tolérance importante envers les minorités non musulmanes accompagnée des apostrophes, une ségrégation de celles-ci, et enfin la persécution des minorités musulmanes. B. Le dysfonctionnement de la société pluraliste et la recherche de l'occidentalisation. Dès le début du XVIIIe siècle, l'Empire ottoman commença à subir des défaites militaires successives face aux Occidentaux. Il entra d'abord dans une période de stagnation et ensuite dans une période de décadence et commença à perdre des territoires un peu partout. Bonaparte conquit l'Égypte en 1798. Les Grecs obtinrent leur indépendance en 1827. Les Français s'emparèrent d'Alger en juillet 1830 et entreprirent la conquête de l'Algérie. Sous la direction de leur nouveau maître, le vice-roi Muhammad Ali, les Égyptiens occupèrent la Syrie en 1831 et écrasèrent l'armée ottomane à Nizip le 24 juin 1839. L'une des causes principales de cette décadence de l'Empire était son retard technologique et son incapacité à réagir aux nouvelles inventions européennes. Tandis que l'Europe effectuait une percée décisive dans la science et la technique, les Ottomans se contentaient dans l'agriculture, l'industrie et le transport, de conserver l'acquis de leurs ancêtres du Moyen Âge. Après avoir cultivé pendant des siècles le mépris et l'indifférence face à une Europe jugée arriérée et inférieure, l'Empire ottoman dut finalement admettre au XVIIIe siècle la supériorité des institutions et de la technologie occidentale. L'Empire s'engagea dès lors dans une voie d'occidentalisation, en espérant trouver par cette voie des remèdes à ses problèmes et rattraper son retard par rapport à l'Europe. Le premier essai délibéré d'occidentalisation, c'est-à-dire la première politique visant à imiter et adopter consciemment certains éléments choisis de la civilisation de l'Europe occidentale, eut lieu au début du XVIIIe siècle. L'Empire envoya des ambassadeurs dans les grandes villes de l'Europe, comme Paris et Vienne, en leur demandant d'étudier la civilisation européenne afin d'en déterminer les éléments susceptibles d'être appliqués dans l'Empire.
Il commença avec des réformes militaires afin de surmonter ses faiblesses. La construction de nouveaux navires, l'ouverture d'écoles militaires modernes ainsi que d'écoles spécialisées comme l'école de géométrie 1734 et l'école de mathématiques pour la marine 1773. À la fin du XVIIIe siècle, le sultan Sélim III 1789 à 1807 adopta un paquet de réformes qu'on appelle collectivement Nizam-i Cédid. La plus importante réforme était de moderniser l'armée en créant un nouveau corps d'infanterie régulier, entraîné et équipé à la manière européenne, ainsi qu'en ouvrant de nouvelles écoles militaires et navales. Sélim III ouvrira aussi pour la première fois des ambassades régulières et permanentes dans les principales capitales européennes, à Londres en 1793, à Paris en 1796, etc. Après le renversement de Sélim III en 1807, les janissaires Yénicheri, soutenus par les oulémas, mirent un terme au changement. Les réformes reprirent 20 ans plus tard, avec le sultan Mahmoud II, 1808 à 1839. Après avoir aboli, en 1826, le corps des janissaires, devenu un grand obstacle au développement économique et social de l'Empire, Mahmoud II mit en place plusieurs réformes en vue de centraliser tous les pouvoirs entre ses propres mains et d'éliminer toutes les autorités intermédiaires, tant dans la capitale que dans les provinces. Parmi ces réformes les plus importantes, qui allaient toutes considérablement renforcer la centralisation, on peut mentionner la parution en 1831 de la première gazette officielle ottomane, Takvim-i Vekayi. Le premier recensement et relevé cadastral des temps modernes dans l'Empire ottoman en 1831, l'abolition toujours en 1831, du système de timar qui était le fondement de la féodalité typiquement ottomane depuis l'origine de l'Empire. Après une réforme de l'armée, il lança de grandes mesures de sécularisation de la société à la suite desquelles les oulémas se voyaient retirer une partie importante de leur autorité dans les affaires temporelles, notamment la justice, l'éducation et l'économie. En créant une administration du grand mufti, Mahmoud il franchit une première étape vers la bureaucratisation des oulémas. Il créa un ministère chargé de la nomination des juges et de l'administration de la justice, et une commission chargée de la rédaction des fetvas. Il ouvrit des écoles séculières comme les écoles d'ingénieurs, de médecine, de chirurgie ainsi que les académies navales et militaires qui allaient concurrencer les médrèses. Ces dernières perdirent ainsi l'exclusivité du pouvoir de former les futurs décideurs du pays. Mahmoud II créa également un ministère de l'éducation, chargé de la nomination des enseignants et de la gestion des écoles et des universités. L'école primaire devint accessible à tous les sujets de l'Empire sans aucune distinction raciale et religieuse. Mahmoud II créa en outre une nouvelle direction qui se transformerait en ministère, des EVK à accent circonflexe F regroupant tous les bureaux chargés de la supervision des fondations pieuses. Par là même, il donna un deuxième coup important à la classe religieuse, cette fois dans le domaine économie. Mahmoud II créa également un bureau de traduction à la Sublime Porte, chargé de former les futurs interprètes, afin de traduire les livres importants de l'Europe et par conséquent, de transférer les savoirs de la civilisation européenne. Tous ces efforts vont aboutir à l'apparition d'une nouvelle génération de réformistes, éclairés, diplômés des écoles séculières et restés hors d'influence des idées religieuses. Cette imitation ne se borna pas aux institutions et aux écoles européennes, mais s'exerça également dans l'habillement et le mode de vie. C'est dans ce but que Mahmoud II remplaça le turban par le fez, la toque de couleur rouge qui resta la coiffe caractéristique des Turcs jusqu'à son interdiction par les kémalistes en 1924. Après la mort de Mahmoud II, en 1839, l'empire fut administré par des bureaucrates, dont les principales figures furent les grands vizirs Rachid Pacha, Ali Pacha et Fouad Pacha, les initiateurs de la fameuse période de Tanzimat, 1839 à 1878. La première des grandes ordonnances réformatrices fut l'ordonnance de Gulan, Tanzimat Fermani ou Gulana Tisserifi, promulguée en 1839 à la suite de pressions européennes. Cette ordonnance, qualifiée par certains auteurs de première déclaration des droits des Turcs, garantit l'inviolabilité de la vie, de la propriété et de l'honneur de tous les sujets de l'Empire, sans aucune distinction de religion, et limita ainsi le pouvoir arbitraire du sultan de légiférer librement dans certains domaines non concernés par la charia, concernés donc par le Qanun.
Avec cette ordonnance impériale s'ouvrit officiellement une nouvelle ère dite des réorganisations, et l'occidentalisation devint non seulement un moyen pour réformer l'armée ottomane, mais elle constitua le principal objectif des réformateurs ottomans aussi dans les domaines judiciaires, culturels et social. La deuxième ordonnance, qu'on appelle l'ordonnance des réformes, Islahat Fermani ou Ati Humayun, prononcée dans le cadre du Tanzimat, fut imposée par l'intervention des puissances étrangères et promulguée en 1856. Elle accorda l'égalité devant la loi à tous les sujets de l'Empire, qu'ils fussent musulmans, juifs ou chrétiens, et élargit le cadre des libertés religieuses. Elle interdit toute discrimination religieuse, linguistique et ethnique, et promit l'égalité des témoignages en justice et l'accès de tous aux emplois publics et aux écoles civiles et militaires. Par cette ordonnance, l'Empire imposa également aux chefs religieux des communautés non musulmanes de faire des réformes qui, selon les termes de l'ordonnance, seront exigées par le temps, ainsi que par le progrès des Lumières et de la civilisation. Sans porter atteinte à leurs propriétés mobilières et immobilières, elle supprima toutes les redevances et donations faites au clergé de ces communautés. En échange, elle prévoyait l'attribution de revenus fixes aux patriarches, aux chefs de communauté ainsi qu'aux autres ecclésiastiques. Après cette ordonnance, la capitation, arrache, exigée des zimmis fut solennellement abrogée tandis que le privilège de faire le service militaire, réservé aux musulmans depuis les débuts de l'État ottoman, devint ouvert à tous. Avec la Conférence de Paris, 1862, le statut de zimilek a disparu. Ces règlements administratifs, judiciaires, économiques et sociaux, non fondés sur l'ordre religieux, ont apparu comme une sécularisation ennemie de la légitimité établie sur la base de la charia. Le principe d'égalité constituait en effet une entorse aux dispositions de la charia, telles que les théologiens l'avaient élaborée. Ces deux ordonnances furent poursuivies par l'adoption de nouveaux codes qui avaient des caractères nettement séculiers, dans la mesure où ils n'étaient point fondés sur la charia. En 1850, un code du commerce, premier code séculier, fut promulgué. Emprunté au code français de 1807, ce code fut complété en 1860. Ce code reconnaissait l'intérêt, condamné pourtant par la charia, et ne faisait pas de distinction de religion et de confession dans les litiges commerciaux. Celui-ci a été suivi par l'adoption d'un nouveau code pénal en 1858, adapté du code pénal français de 1810, d'un code foncier en 1858, d'un nouveau code maritime, calqué toujours sur le modèle français, et le plus important de la promulgation du nouveau code civil, Messel. Le Messel, dont la première partie fut publiée en 1870 et qui fut achevée en 1876, a permis de reconnaître le témoignage d'un non-musulman contre un musulman, ce qui constituait une grave entorse à la charia. L'adoption de ces lois laïques dans le système ottoman fut suivie par établissement des tribunaux séculiers qui étaient contrôlés par le ministère de la Justice et non pas par les oulémas, et qui étaient chargés d'appliquer les nouveaux codes. La charia resta pourtant applicable dans les tribunaux religieux, qui restèrent hors du contrôle du ministère de la Justice, mais son champ d'application a été considérablement limité par les nouveaux codes. Cette politique de sécularisation du droit se poursuivit dans le domaine de l'administration et de l'éducation. Un nouveau système administratif fut mis en place sur le modèle français, et certaines écoles modernes d'éducation européenne furent créées. La fondation de l'école Mulkiye en 1859 pour la formation des fonctionnaires et l'ouverture en 1868 du lycée impérial ottoman de Galatasaray, où les élèves musulmans et chrétiens se retrouvaient sur les mêmes bancs, étape vers la désagrégation religieuse. La réaction des oulémas à cette politique de sécularisation fut évidemment très forte. Les réactions qui s'accumulèrent tout au long de la période des réformes aboutirent finalement, en 1859, à un complot d'assassinat du sultan Abdülmecid II, 1839 à 1861, connu sous le nom d'événement de Kouleli. Le complot découvert, les chefs furent déportés et emprisonnés dans des territoires reculés de l'Anatolie. Cependant, les soulèvements ne s'arrêtèrent guère là. Dans les années 1865, un groupe d'intellectuels, qui s'appellera plus tard Jeunes Ottomans, Yeni Osman Lelar, diplômé des nouvelles écoles séculières ou du bureau de la traduction, créa une société politique secrète.
Ils critiquaient le caractère purement séculier des réformes entreprises et l'autoritarisme des bureaucrates chargés de les appliquer, et revendiquaient une modernisation et un libéralisme qui respectent également les valeurs de l'islam. Les efforts des jeunes Ottomans, soutenus par les oulémas et les militaires, travaillant tous pour une monarchie constitutionnelle, donnèrent leurs fruits avec la promulgation d'une constitution le 24 décembre 1876, Kanunu Ezası, inspirée fortement par la constitution belge de 1831. Ce texte constitutionnel, qui ne donne pas la souveraineté au peuple mais à Dieu et à son représentant, le sultan Ar. 4, est la première constitution écrite de l'Empire ottoman, de la société turque ainsi que du monde musulman. Son article 11 déclarait l'islam comme religion d'État, mais reconnaissait également le droit au libre exercice de toutes les confessions. Au sein de cette constitution se trouvaient énoncés pour la première fois, sous la forme d'une liste relativement longue, les droits et libertés individuelles, art. 9 à 26, constituant les premiers noyaux de l'ensemble des droits et libertés qui existeront dans les constitutions suivantes de la République de Turquie. Elles garantissaient l'égalité de tous les Ottomans devant la loi, art. 17, et l'admission à tous les postes de l'administration sans distinction de religion, art. 18 et 19. Cependant, contrairement à ces exemples occidentaux, la Constitution ne prévoyait aucune garantie ni sanction pour protéger ces droits. Au contraire, elle reconnaissait au sultan la faculté d'exiler les personnes soupçonnées d'atteinte à la sûreté de l'État, art. 113. Cette Constitution prévoyait également la création d'une Chambre des députés, art. 65 à 80, et d'un Sénat, art. 60 à 64. C'est ainsi que pour la première fois, les députés musulmans, chrétiens et juifs se trouvèrent réunis dans une assemblée afin de prendre ensemble des décisions sur leurs problèmes, et d'adopter des lois qui seraient appliquées à tous les sujets de l'Empire sans aucune distinction. Toutefois, cette première expérience constitutionnelle de l'Empire fut de courte durée. La sévère défaite des Ottomans face aux Russes, au début de l'année 1878, offrit au sultan de l'époque, Abdülhamid II, un prétexte pour suspendre la Constitution en février 1878 et dissoudre le Parlement, 10 mois seulement après son institution. Cette expérience constitutionnelle, malgré sa courte durée, consolida la conviction qu'un accord était possible entre modernité européenne et principes de l'islam. Après s'être débarrassé des jeunes Ottomans, le sultan Abdülhamid II se retourna, pour la première fois depuis la fin du XVIIIe siècle, vers l'islam. Il s'efforça d'écarter les réformateurs et les libéraux et mena tout au long de son règne une politique très autoritaire, voire despotique. Il mit en place une censure draconienne de l'opposition ainsi qu'un puissant réseau de surveillance englobant tout l'Empire. Il prit toutes les mesures qu'il jugea nécessaires afin de faire respecter la charia. Pour redresser l'Empire, qui était en plein déclin, Abdülhamid II suivit une politique islamique baptisée pan-islamisme, tout en maintenant en apparence l'ottomanisme, l'idée de l'unité des Ottomans basée sur l'égalité de tous les citoyens ottomans sans distinction de race, de religion et de langue, comme idéologie officielle de l'Empire. Il essaya de réunir les musulmans du monde contre l'Occident chrétien, en s'appuyant sur sa qualité de calife. À l'intérieur de l'Empire, il poursuivit une politique sunnisante et tenta par tous les moyens, notamment en construisant des mosquées et en envoyant des imams dans leurs villages, de ramener les groupes ayant dévié du droit chemin, tels les Alévis, sur la voie du sunnisme. Cette politique autoritaire d'Abdülhamid II fit très vite apparaître une opposition formée par un groupe connu sous le nom de Jeunes Turcs, Genç Türkler ou Rön Türkler, issus des écoles modernes. La majorité d'entre eux avaient vécu dans les pays occidentaux, notamment à Paris, et s'étaient imprégnés de la culture européenne. Pour les jeunes Turcs, la philosophie positiviste, alors dominante en Europe, rendait caduques toutes les autres philosophies. Les jeunes Turcs positivistes se distinguaient nettement des jeunes Ottomans, qui eux essayaient de concilier la tradition de l'islam avec la science et les institutions sociales et politiques occidentales. Contrairement à ces derniers, les jeunes Turcs n'avaient pas pour projet de réconcilier la science avec la tradition musulmane qu'ils méprisaient en réalité. Leur but était bien de remplacer la religion par la science, en tant que fondement de la société. Néanmoins, ils dissimulèrent cela,
promettant publiquement de redonner à l'islam la place qui lui correspondait dans une société moderne. Il donnait une importance capitale à l'instruction de la population, par des méthodes européennes. Il pensait que si le peuple atteignait un certain degré de culture par l'éducation, il se détournerait spontanément de la religion. Ils estimaient également que jusqu'à ce que le peuple atteigne cette maturité, en tant qu'élite éduquée qui a eu accès au savoir, le droit de diriger la société leur revenait naturellement. Les jeunes Turcs, qui réunissaient tous les opposants au régime sous le nom de Comité Union et Progrès, Ittihad ve Terakki Milliyeti, gagna petit à petit la sympathie des officiers supérieurs de l'armée, parmi lesquels Mustafa Kemal. Ils prirent le pouvoir en 1908, organisèrent les premières élections, remirent en vigueur la Constitution de 1876, non sans la modifier dans le sens d'une plus grande reconnaissance de certaines garanties et de nouveaux droits et libertés. La révolution de 1908 mit ainsi un terme à l'absolutisme du sultan Abdulhamid II, mais pas au conflit entre les défenseurs de l'État religieux et ceux du modèle occidental. En effet, depuis le Tanzimat, un conflit opposait les partisans inconditionnels d'un État religieux, les islamistes ou traditionalistes, aux partisans du libéralisme occidental, les occidentalistes, renforcés depuis par les positivistes. Le conflit entre ces deux mouvements intellectuels perdure, à certains égards, dans la société turque moderne. Les affrontements entre ces deux tendances apparurent rapidement après l'instauration du deuxième régime constitutionnel, ikinci Meşrutiyet. La classe religieuse expliquait le déclin de l'Empire par le fait que les dirigeants s'étaient éloignés de l'islam, source d'énergie indispensable à la grandeur de l'Empire. Par conséquent, ils trouvaient le remède dans le retour à des principes essentiels de l'islam et exigeaient une application complète et stricte de la charia. Mais, ils n'étaient pas opposés à l'adoption des techniques et de la science européenne. En substance, ils réclamaient une modernisation à la manière japonaise, c'est-à-dire de ne s'emparer que des sciences et des techniques que les Occidentaux auraient d'ailleurs appris des musulmans. Quant aux partisans de l'occidentalisation, qui se considéraient comme les grands vainqueurs de la révolution de 1908, pour eux, la cause principale du déclin était l'affaiblissement des institutions et l'incapacité de l'Empire à s'adapter aux nouvelles conditions de l'époque, donc le retard de celui-ci par rapport aux États européens. Ils connaissaient la pensée, le mode de vie et la science européens. Certains d'entre eux avaient longtemps vécu en Europe, et les autres l'avaient découverte à travers les très nombreux ouvrages occidentaux traduits en turc. Ils soutenaient que la culture, la science et la politique européenne constituaient un tout, et qu'il fallait adopter l'ensemble. Ils étaient partisans d'une occidentalisation complète, et ils y voyaient une nécessité indiscutable pour sortir l'Empire de la situation difficile dans laquelle il plongeait depuis le XVIIe siècle. Ils ne voyaient aucun inconvénient à adopter les institutions politiques, économiques, culturelles et sociales de l'Europe. Au contraire, pour eux, le redressement de l'Empire dépendait entièrement de sa capacité d'adaptation au mode de vie occidental. En 1916 et 1917, les jeunes Turcs amorcèrent une nouvelle politique de sécularisation plus poussée que les précédentes. Le Cheikhoul-Islam, qui avait retrouvé depuis quelques années une partie de son pouvoir judiciaire sous le règne d'Abdulhamid II, fut de nouveau cantonné dans son seul rôle de chef religieux, 1916. Surtout, les tribunaux islamiques, qui jugeaient les litiges ayant trait à la famille et au statut personnel, passèrent sous la juridiction du ministère de la Justice et la procédure judiciaire fut unifiée. L'Empire décida également de rédiger un code de la famille, le premier en islam, 1917. Plus encore, les fondations pieuses, EVK à accent circonflexe F, passèrent sous la juridiction d'un nouveau ministère créé à cet effet, celui des fondations pieuses contrôlé par le ministère des Finances. Quant aux médrèses, elles furent dès lors réformées et mises sous le contrôle du ministère de l'Éducation. Ces réformes visaient non seulement à mettre les institutions religieuses sous le contrôle de l'État, mais aussi à limiter le champ de l'islam. À cet égard, elles constituent un tournant dans la séparation du spirituel et du temporel et un premier pas sur le chemin de la laïcité qui anticipe les réformes menées en 1924 par Mustafa Kemal. À cette époque, entre l'islamisme et l'occidentalisme, le turquisme Türkçülük apparaîtra comme une troisième voie. Il s'épanouit après 1908,
comme une réponse au nationalisme arabe, albanais, kurde et arménien. Ce mouvement devint très vite, après les positivistes, le deuxième grand ennemi des islamistes qui y voyaient une grande menace pour l'unité de l'Oumma. En effet, ce mouvement, dont le principal idéologue était Ziya Gökalp, 1876 à 1924, mettait en avant l'identité turque au détriment de l'identité musulmane sans pour autant exclure cette dernière. Au début, le mouvement avait une vocation essentiellement culturelle. Cependant, à partir de 1912, il devint une véritable alternative aux islamistes et aux occidentalistes et proposa son propre concept d'identité que M. Zarkon nomme turc occidentalisé de sensibilité musulmane. Ce mouvement nationaliste joua un rôle capital, surtout dans la fondation de la République de Turquie après la Première Guerre mondiale. Avec la création de la République en Turquie, ce concept l'emporta sur le concept d'identité de musulmans occidentalisés, soutenu par les islamistes, et le concept d'identité occidentale de sensibilité musulmane, soutenu par les occidentalistes. Le nationalisme, avec la laïcité, devint ainsi un élément fondamental de l'idéologie de la nouvelle Turquie. Il est intéressant de voir que l'Empire ottoman, qui était tout au long de son existence l'un des bastions de l'islam contre l'Occident, donc contre la civilisation occidentale, se tourna vers celle-ci en espérant résoudre certaines de ses difficultés en adoptant sa technique militaire ainsi que ses institutions politiques et sociales. Du XVIIIe siècle jusqu'à sa disparition de la scène de l'histoire, l'Empire ottoman a été engagé obstinément par ses dirigeants dans la voie des réformes à l'occidentale et cela malgré l'existence de multiples obstacles. L'une des principales caractéristiques de ces réformes de sécularisation de l'Empire ottoman est d'avoir été réalisées dans le but de sauver l'Empire, sans aucune intention de créer un État et une société séculiers. Elles étaient donc défensives, afin d'empêcher les défaites de l'Empire ottoman. Ces réformes n'étaient pas originales, mais le produit d'une imitation pure et simple des institutions européennes. Les Ottomans croyaient pouvoir sauver l'Empire en se contentant d'imiter les institutions européennes, sans d'ailleurs déployer un quelconque effort pour les mettre en harmonie avec le système ottoman. Personne ne s'intéressait aux causes fondamentales de la différence qui existait entre les institutions ottomanes et les institutions européennes. Les réformes ottomanes n'étaient ni radicales ni profondes. Elles attaquaient timidement les bases morales et culturelles de la société ottomane. La plupart des partisans des réformes voulaient garder un certain nombre de principes et d'institutions religieux, et ne désiraient pas une séparation entre l'État et la religion. Ces réformes d'occidentalisation ne transformèrent guère le caractère du régime. Toutefois, elles créèrent une dualité dans ses institutions, son droit et son système judiciaire. En effet, l'Empire qui créa de nouvelles institutions, écoles, lois, tribunaux basés sur une logique séculière, maintint en même temps les anciennes institutions, telles que les médrès et les tribunaux anciens, fondés sur les principes islamiques. La sécularisation dans ces domaines ne fut donc pas entière. Ces réformes étaient en outre élitistes, dans la mesure où elles venaient de haut, mais aussi parce que seulement une élite en profitait. Toutefois, malgré toutes leurs insuffisances, ces réformes ottomanes ont jeté les fondements de la modernisation plus profonde qui allait suivre sous la République de Turquie. C'est en effet, grâce à ces réformes que se forma dans la société ottomane une élite occidentalisée, séculière, ayant les connaissances, les capacités, et surtout l'esprit de responsabilité et de décision nécessaires pour faire aboutir la grande révolution sociale et politique qui produisit la Turquie moderne et le kémalisme. L'institutionnalisation de la laïcité dans la Turquie contemporaine. Les réformes entreprises par les Ottomans réformateurs n'ont pas pu atteindre leur but, à savoir sauver l'Empire. Tout au long de la période de la Réforme, l'Empire continua constamment à perdre des territoires. La perte de la Moldova 1861, de la Roumanie à partir de 1869, de la Serbie 1878, de la Bosnie et du Monténégro 1878, de la Bulgarie 1878, fut suivie par la cession de Chypre à Angleterre 1878, le protectorat français en Tunisie 1881, et l'occupation de l'Égypte par les forces britanniques 1882.
La première guerre balkanique, 1912, entraîna pour l'Empire la perte de presque tous ses territoires européens restants. En 1913, l'Albanie, la Macédoine et la Thrace échappaient à l'Empire. Les Ottomans abandonnaient la Tripolitaine aux Italiens en 1911 et durent résister à une invasion russe de l'Anatolie orientale en 1914 à 1915. C'est à cette époque que fut signé le fameux décret pour le déplacement des Arméniens d'Anatolie, accusés d'aider les Russes, qui causa la mort de 800 000 Arméniens, selon les estimations établies par les autorités ottomanes en 1919, plus d'1 million selon la quasi-totalité des spécialistes. En 1914, l'Empire entra en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie au nom de l'islam, ce qui aboutit à son démembrement total. Cette guerre entraîna la perte par l'Empire de tous ses territoires à l'exception d'Istanbul et de l'Anatolie. L'Empire signa un armistice en octobre 1918 qui autorisa des forces d'occupation anglaises, françaises, italiennes et grecques à se déployer en Anatolie. Le 19 mai 1919, Mustafa Kemal fut envoyé sur ordre du sultan à Samsun pour désarmer et démobiliser les forces armées ottomanes encore sous les drapeaux. Au lieu de quoi, il entreprit immédiatement de prendre la tête d'un mouvement de résistance qui avait déjà commencé à se former dès le mois de décembre 1918 contre l'invasion des Alliés et de lever une armée. Au bout d'une lutte politico-militaire contre les Alliés et le pouvoir d'Istanbul qui dura environ 2 ans, ce mouvement réussit à rétablir la souveraineté nationale complète sur presque tout le territoire de l'actuelle République de Turquie. Pour arriver à son but, lors de la guerre d'indépendance, 1919 à 1922, le mouvement indépendantiste a largement recouru au pouvoir mobilisateur et légitimant des oulémas et des chefs confrériques. Cependant, après avoir acquis l'indépendance du pays, Mustafa Kemal et les dirigeants de la Turquie républicaine ont déployé des efforts visant à écarter ses alliés religieux et à supprimer l'influence de l'islam sur la société. Mustafa Kemal avait en effet bien compris que la sauvegarde de la nation ne serait pas réalisée seulement avec une victoire militaire, mais qu'il fallait également une transformation rapide de l'État et de la société. En effet, la société turque était très en retard par rapport aux nations européennes, et Mustafa Kemal accusait surtout l'islam d'être la cause de ce retard de civilisation. Ce dernier était donc un obstacle qu'il fallait éliminer à tout prix. Le but de M. Kemal était d'atténuer l'influence de la religion sur l'État et la société, et de la remplacer par une mentalité qui serait fondée sur la raison et la science et non plus sur la religion. Il voulait créer un nouvel État moderne, avec une société indépendante de la religion. En vue d'atteindre ce but, M. Kemal et ses compagnons, une fois le pays libéré de l'occupation des Alliés, mirent en œuvre un processus autoritaire de laïcisation, qui fut couronné en 1937 par l'introduction de la laïcité dans la Constitution. Tout au long de cette période, le régime prit des mesures radicales en vue de supprimer l'influence de l'islam non seulement sur les affaires de l'État, mais aussi dans la vie sociale, appliquant ainsi une conception autoritaire de la laïcité, qui par la suite sera d'abord assouplie puis mise en cause dès le passage au régime du multipartisme à la mise en œuvre d'un processus autoritaire de laïcisation, au début de la République. M. Masikar, comme beaucoup d'autres, replace les réformes de laïcisation d'Atatürk, dans la continuité des réformes entamées au XIXe siècle. Cependant, une étude des caractéristiques des réformes d'Atatürk, montre que le processus kémaliste constitue une rupture importante avec les réformes adoptées sous l'Empire ottoman. 1. L'histoire des réformes de laïcisation autoritaire d'Atatürk. L'aspect le plus original des réformes de laïcisation mises en œuvre sous la République de Turquie est leur extension au-delà des structures juridiques et politiques. En effet, par ces réformes, les kémalistes ne se sont pas limités à exclure la religion du droit et de la politique, mais ils sont allés jusqu'à imposer par la force une laïcisation de la société turque nécessaire selon eux, pour élever la nation au niveau des nations civilisées, Les réformes de laïcisation de l'État. Dans la révolution kémaliste, la laïcisation de l'État se manifesta d'abord au regard de la monarchie. Dès le premier congrès organisé pour sauver la nation,
le congrès d'Erzurum qui eut lieu le 23 juillet 1919, M. Kemal avait en effet montré son intention de transférer la souveraineté des autorités ottomanes au peuple. Ce principe de souveraineté nationale fut réaffirmé dans la loi d'organisation fondamentale, Teşkilat-i Kanunu, du 20 janvier 1921, le premier texte constitutionnel du nouveau régime. Cette évolution ne laissait aucune utilité au maintien de l'institution du sultanat puisque le pouvoir temporel était exercé par la Grande Assemblée nationale de Turquie, Türkiye Büyük Millet Meclisi ci-après, la TBMM. Le sultan calife, qui fut déclaré d'abord traître à la nation après l'acceptation du traité de paix de Sèvres et enfin, obstacle à la gestion indépendante du pays, a perdu son titre de sultan le 1er novembre 1922, date à laquelle le sultanat fut aboli et qui est fêté depuis comme le jour de la souveraineté nationale. Le pouvoir du sultan fut donc cantonné au domaine religieux, en la qualité de calife de celui-ci. Environ 2 semaines après le transfert de la capitale d'Istanbul à Ankara, le 29 octobre 1923, la République de Turquie fut à son tour proclamée. La proclamation de la République, qui constitue une continuation logique du transfert de souveraineté à la nation, supprima la dangereuse ambiguïté créée par l'abolition du sultanat. Il s'agissait de la première expérience de régime républicain dans le monde musulman. Le même jour, Mustafa Kemal fut élu par la TBMM premier président de la République. Les réformes les plus importantes concernant la laïcité furent cependant adoptées le 3 mars 1924. Ce même jour, la loi n° 429 sur l'abolition des ministères religieux, la loi n° 430 sur l'unification de l'enseignement et la loi n° 431 sur l'abolition du califat furent adoptées. Cette dernière loi mit fin à l'ambiguïté sur les fonctions du calife en tant que chef spirituel de tous les musulmans du monde, ainsi qu'aux espoirs de beaucoup qui voyaient dans le calife le souverain légitime et le défenseur de la foi. La loi n° 429 supprima à son tour l'ancienne dignité de Cheikhoul Islam et le ministère de la Charia et des fondations pieuses, Seriye Vefkaf Vekaleti, Ar. 2. L'application des prescriptions de l'islam se rapportant à la foi et au culte ainsi que l'administration des établissements du culte furent dévolues à la présidence des affaires religieuses, Diyanet İlri Rezlii, ci-après, la Diyanet, Ar. 1. Une direction générale des fondations pieuses, Efkaf Rezlii, rattachée provisoirement à la présidence du Conseil des ministres, fut également créée. Ces lois organisaient clairement la tutelle de l'État sur la religion, qui était considérée trop dangereuse pour être laissée sans surveillance. La loi n° 430 sur l'unification de l'enseignement, Tevhidi Tedrisa Kanunu, quant à elle, enleva aux oulémas la totalité de leur pouvoir sur l'éducation. Elle attacha tous les établissements d'instruction au ministère de l'instruction publique, Ar. 1 et 2, créant ainsi un monopole de l'État sur l'enseignement. Le mois suivant, avec l'abolition des tribunaux religieux, les oulémas perdirent cette fois leur autorité en matière de justice. Les privilèges dévolus aux oulémas furent ainsi supprimés quasi entièrement. L'ordre nouveau créé par ces réformes fut confirmé par la première constitution du régime républicain, adoptée le 20 avril 1924. Le nouvel objectif était, selon les propres termes de Mustafa Kemal, de créer des lois entièrement nouvelles et d'extirper ainsi les fondations mêmes de l'ancien système juridique. À travers les travaux d'une commission de juristes, la Turquie disposa, en une courte durée, de nouveaux codes des obligations, de commerce, de droit maritime, de procédure civile et pénale, du barreau et du notariat ainsi que d'un code civil inspiré du Code civil suisse du 10 décembre 1907, considéré comme étant encore plus moderne que celui de Napoléon. Ces codes, basés sur une imitation complète des lois occidentales, abrogeaient officiellement toute règle de la charia incompatible avec la Turquie moderne. L'islam cessait ainsi d'être source de droit. Cette laïcisation du droit turc fut couronnée en 1928 par la suppression de toutes les références à l'islam dans la Constitution de 1924 et la laïcisation de la formule des serments officiels des membres de l'Assemblée nationale et du président de la République. Ces mesures de laïcisation du droit furent suivies par l'introduction, le 5 février 1937, du principe de laïcité dans la Constitution. Avec cette inscription,
l'œuvre de laïcisation fut jugée accomplie et l'influence religieuse définitivement circonscrite. La laïcité n'était plus l'enjeu d'un antagonisme entre l'ancien et le nouveau pouvoir, mais entre le nouveau pouvoir et la société turque dans son ensemble, qui restait très attachée aux valeurs islamiques. Le régime kémaliste ne se borna pas à la laïcisation des institutions juridiques, étatiques, politiques, administratifs, mais élargit ses objectifs au passage forcé d'une nation tout entière d'une civilisation islamique à une civilisation complètement différente, à savoir la civilisation occidentale plus particulièrement européenne. B. Les réformes de laïcisation de la société. Pour Mustafa Kemal et ses collaborateurs, la civilisation ne pouvait passer que par l'occidentalisation qui était, selon eux, le seul moyen de mener la Turquie vers le progrès et de rattraper l'avance de plusieurs siècles des Européens sur les Turcs. Ils considéraient que dans tous les domaines, l'Occident, l'Europe pour être plus exact, était supérieur à toutes les autres civilisations. Pour se mesurer et se défendre contre cette supériorité incontestable de l'Europe au début du XXe siècle, ils ne voyaient qu'un seul moyen qui consistait à entrer dans la famille des nations civilisées, Moassir Medeniyetler Seviyesine Erişmek. Pour eux, l'Occident était donc un modèle unique sans lequel il n'était pas possible de moderniser la Turquie. Si la nation turque voulait survivre, elle devait donc absolument adopter cette civilisation européenne. Dans sa conception occidentale, Atatürk était partisan d'adopter la civilisation européenne dans son ensemble. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.